Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais J'ai être... toujours eu envie. Petit, je voulais être... Son atout, savoir tout jouer et surtout jouer à tout. Alors non, plus besoin de présenter le comédien, reçu premier au Conservatoire de Paris et, quelques planches plus tard, Molière de la Révélation théâtrale en 2002 pour son rôle dans Léonce et Léna. Non, pas besoin de présenter celui qui, à ce jour, compte à son répertoire plus de 40 longs métrages, dont Gainsbourg, Vie héroïque, film pour lequel il décrocha le César du meilleur acteur en 2011. Mais qui connaît les tout premiers pas chassés et parfois chaloupés de cet enfant de Chatou ? Oui, qui connaît la trajectoire touche à tout de cet amoureux des jeux et encore plus des nous, quand il s'agit d'aller, avec son éternel garde rapproché, jouer encore tout un week-end entier. Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Éric Elmosnino. Bonjour Éric. Salut. Et surtout merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons enfants. Justement, ces deux mots, que t'inspirent-ils ? Allons enfants. Ça m'inspire les hymnes avant les matchs, avant les matchs de foot. Ça commence comme ça dans notre hymne national, non ? Allons enfants, il y avait pas un bouquin aussi qui s'appelait comme ça, je sais plus, un truc comme ça. Sinon, non, rien de spécial, ouais. Alors si tu veux, on va commencer par le commencement. Allez. Tu es donc né le 2 mai 1964 à l'hôpital Foch de Suresnes. Oui. C'était un samedi, jour dont nous reparle ta petite sœur Sophie. Il est né le 2 mai 64 à 17h45. Il était très costaud, très rond et avec les yeux bridés. C'était un très gros bébé. Il était super mignon d'ailleurs, franchement. Bah ouais, elle en sait des trucs pour quelqu'un qui est arrivé 21 mois après. Elle a dû entendre l'histoire, ouais. Ben oui, c'est ça. Il paraît que c'était un samedi chaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info ? Au moment où je suis arrivé, il paraît qu'un train arrivait en gare en même temps. Voilà. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Et surtout, cette phrase magnifique qui devait un tout petit peu... j'allais dire torturer ma mère. Non, c'est un peu dégueulasse de dire ça, mais pas torturer, mais en tout cas, ça l'avait marqué. C'est que les premières mains qui m'avaient touché étaient des mains noires. Voilà. J'ai entendu ça toute ma vie. C'est drôle, non ? Pas mal pour commencer. On va, si tu le veux bien, regarder ton identité complète. C'est Éric Philippe Meyer Elmosnino. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ces prénoms ? Pardon pour le bruit des glaçons, hein, mais c'est sympa, c'est plus sympa. On va pas faire croire qu'on boit pas un coup. Oui, je peux expliquer. Éric, paraît-il, il y avait deux choses. Il y avait la même première lettre que mon nom, parce que ça porte chance, paraît-il. Donc voilà, le E de Éric avec Elmosnino. Il y avait aussi l'idée qui me plaisait bien, que c'était le prénom du prince du Danemark pendant la guerre, qui était descendu dans la rue avec l'étoile jaune. Voilà, je trouvais ça pas mal. Ça, c'est pour Éric. Pour Philippe, c'est donc un enfant, un frère, en fait, aîné, que j'aurais dû avoir, qui était né 1 an avant moi, en 63, et qui est mort à 6 jours. Il avait été appelé Philippe. Et Meyer était simplement le prénom du père de mon père. Voilà. Ton grand-père paternel. Que je n'ai pas connu. Exactement. Voilà. 2 prénoms, sans rentrer forcément dans le pathos, mais 2 prénoms d'aïeux partis avant ta naissance. Est-ce que tu crois que consciemment, inconsciemment, c'est quelque chose de particulier ? Sûrement. Plus, j'imagine, le Philippe que Meyer. Meyer, un grand-père que t'as pas connu, ça peut arriver. Là, pour le coup, il est mort quand mon père avait 18 ans, donc voilà. Après, le Philippe, évidemment, lui, tu portes le prénom d'un grand frère qui existe mais qui n'existe pas, donc c'est toujours un peu bizarre. J'ai toujours entendu ma mère dire que c'était mieux comme ça, c'était mieux parce qu'il avait été très abîmé à la naissance. Je crois que mon père en avait beaucoup voulu à ma mère aux parents de ma mère de l'avoir poussé à accoucher dans un truc de bonne sœur, et que le truc était pas du tout médicalisé, correctement, et que le mot m'a été... ils l'ont défoncé, quoi, en fait. Ils l'ont défoncé en le sortant. Donc je pense que oui, ça a dû rester une blessure. Et moi, je porte ce nom, mais en même temps, j'ai sûrement plus
porter quelque chose comme ça, disons au moment où moi j'ai commencé, où je suis arrivé, à ce moment-là où j'étais une espèce de bénédiction, je crois. Donc voilà, c'était d'un coup celui-là, il arrivait et vivait. Donc je crois me souvenir que ma mère me disait qu'elle venait voir toutes les nuits si je respirais, quoi. Tout ça fabrique forcément des trucs qui ressortent un peu plus tard qu'on essaye de régler chacun, quoi. Voilà. Alors si tu veux, on va maintenant replanter un peu le décor. Bon, allez. D'accord. Ouais. Tu es donc né le 2 mai 1964, Ouais. soit la même année qu'Albert Dupontel, Juliette Binoche, Kad Merad ou encore Agnès Jaoui. En France, alors que les cendres de Jean Moulin sont transférées au Panthéon à l'occasion d'une cérémonie marquée par le célèbre discours d'André Malraux, 1964 voit également la naissance de la CFDT, la Confédération française démocratique du travail. À l'international, si Paul VI est le premier pape à voyager en Terre Sainte, Nikita Khrouchtchev, lui, est destitué par Léonid Brejnev, qui prend sa place à la tête de l'URSS. Cette année-là, également, tandis que Nelson Mandela est condamné à la prison à vie en Afrique du Sud, le prix Nobel de la paix est lui attribué au pasteur noir américain Martin Luther King. Cette année-là, alors que Renault présente un prix défiant toute concurrence, la R8 Gordini au salon de l'automobile à Paris, IBM lance la première gamme d'ordinateurs compatibles entre eux. Côté sport, si Jacques Anquetil remporte le Tour de France, devenant par la même occasion le premier coureur à gagner 5 fois cette mythique épreuve, l'Espagne s'offre le 2e championnat d'Europe de football en battant l'URSS 2-1 en finale à Santiago Bernabéu. Cette année-là, Jean-Paul Sartre commence par publier Les mots, roman autobiographique, avant de refuser, quelques mois plus tard, le prix Nobel de littérature. Enfin, côté cinéma, 10 jours après ta naissance, Jacques Demy remporte le Grand Prix du Festival de Cannes pour les Parapluies de Cherbourg, un joli mois de mai qui voit également la naissance du Théâtre du Soleil, compagnie fondée par l'inimitable Ariane Mouchkine. Pas mal comme année 64, pas mal. Mais j'ai l'impression qu'on était assez nombreux en 64 à naître. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait pas partie d'une année de baby boom, mais j'ai le souvenir de ça parce que ce qui me fait penser ça, c'est qu'on était extrêmement nombreux 18 ans après ou 19 ans après à faire nos 3 jours, parce qu'à l'époque, il faudra peut-être expliquer aux gens ce que c'est de faire les 3 jours, hein. Il y en a qui n'ont aucune idée, mais nous, on s'en rappelle. Et donc, quand fallait aller passer ces 3 jours, pour moi, c'était à Blois. Et l'idée était quand même de se faire réformer, hein, faut pas non plus se mentir. Quoique, après je dirais, mais c'est pas vraiment l'enfance, ça c'est un peu plus tard, mais quand même c'est marrant. Et donc j'ai le souvenir qu'on était effectivement très nombreux, donc forcément à être nés en 64, puisqu'on avait tous le même âge pour ces fameux 3 jours qui nous embarquaient ou pas pour 1 an de service, et qu'en fait il avait été assez simple de se faire réformer parce que tu sens que ils en avaient trop, quoi. Et donc je m'étais dit c'est une année où ça a pondu, quoi. Alors on va en profiter pour parler un petit peu de tes parents, Albert et Suzanne, Ouais. qui se sont rencontrés à l'occasion d'un bal du 14 juillet à Paris, avant de se marier en 1962 à Chatou. Ton papa, Albert Elmos Nino, né à Casablanca en 1938, petit dernier et chouchou de la fratrie, issu d'une C'est famille... ma sœur qui a balancé ça. Issu d'une famille juive séfarade installée au Maroc depuis le XIVe siècle et qui débarquera finalement en France en 1956 à Villiers-le-Bel suite à l'indépendance marocaine. Ton papa, petit brun aux yeux noirs, plutôt un taiseux, extrêmement pudique, qui va faire quasiment toute sa carrière comme dessinateur industriel chez Thomson. Alors quel genre de papa était-il et que penses-tu avoir hérité de lui ? Sa tronche, ça c'est clair. Quand je me vois maintenant dans la glace, je me dis waouh, c'est terrible. C'est d'une violence incroyable. Et je me dis c'est pas possible. Je vois la tête de mon père. Il avait la barbe, donc c'est plus souvent donc quand moi je me rase pas, que je commence à être un peu barbu là, c'est incroyable quoi. Ça fait très très bizarre, c'est très étrange. Donc la tête, ça c'est sûr. La corpulence aussi. On est plutôt des maigrichons. Bon, lui, il a pris un petit peu maintenant, parce qu'il va nous faire un petit 83 quand même, 83 piges. Donc, mais ça va, il se tient bien, il est bien. Et donc ça, c'est physique. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai hérité de lui ? Sûrement de 2-3 trucs. Mais je crois que je me suis plutôt construit, moi, à l'inverse de ce qu'il était. Donc c'est pas si simple pour moi, même si peut-être maintenant je suis un peu plus au clair, mais c'est vrai que le côté taiseux, pudique...
je dis pas que je ne suis pas pudique ou quoi, on l'est tous plus ou moins, mais en tout cas le rapport aux enfants, enfin moi au mien, j'en ai qu'un, hein, Joseph. Je crois qu'effectivement j'ai inconsciemment essayé de faire tout l'inverse de ce qu'il a fait avec moi, quoi. Qui n'est ni mieux ni moins bien en fait, parce que je crois que voilà, les mômes ils finissent toujours par te reprocher de voilà, soit d'avoir été trop comme ça, soit d'avoir pas été, tout va bien, hein, on sait qu'on fait pas bien, mais voilà, je dirais ça. Peut-être le plus simple et le plus vrai est de dire que mon père est quelqu'un que je ne connais pas très bien en fait, donc c'est pour moi pas si simple de parler de ça, quoi. Ta maman, Ouais. Suzanne Holtz, née en 1929 à Saint-Germain-en-Laye, issue, elle, d'une famille alsacienne d'origine protestante, blonde, à la peau blanche et aux yeux verts, d'une nature plutôt anxieuse, qui a travaillé une quinzaine d'années au centre de documentation d'EDF à Chatou, avant de s'occuper de ses 2 enfants. Même question, quel type de maman était-elle et en quoi tu penses lui ressembler ? Alors pour recommencer par le physique, malheureusement la peau blanche, tout blanc comme un poulet. J'aurais bien aimé avoir la peau mate de mon père et de ma sœur, mais non, ça m'est pas tombé dessus. La grande angoisse parce que ma mère faisait, je crois, 1m55, 56, donc c'est très petit, et ma grande angoisse, toute ma scolarité a été d'être toujours le plus petit, ce qui était le cas à chaque fois, chaque année, chaque rentrée. Je me disais, oh non, encore. Et dès que tu sais, il y a le fameux truc où il y a les vacances qui se passent, il y a juillet-août, et tu reviens en septembre, et les mecs, ils ont tous pris 10 centimètres, et tu dis, mais normalement, un jour, ça va m'arriver, ça. Et non, toi, ça t'arrive jamais. Et je te jure, je m'endormais la nuit en me disant, ah, je veux grandir. Bon, j'ai fini par arriver à 1,75, 1,76, ce qui m'a vraiment... Ce qui est tout à fait dans la moyenne de l'époque. Où j'étais content. Même si les potes de mon âge font plutôt un peu au-dessus d'1,80, mais quand même, je m'en sortais pas mal. Et sinon, je pense, une forme d'anxiété aussi, ça c'est sûr. Même si elle l'est pas, je suis vraiment un stagiaire par rapport à elle qui était un maître. Mais sinon, la bouffe, voilà. Le plaisir de la bouffe. Et d'ailleurs, ça n'a pas à voir avec l'enfance, mais bon, de toute façon, je dis tout après comme ça, voilà. À son enterrement, là, puisqu'elle est morte il y a pas très longtemps, le seul discours que j'ai trouvé à faire, c'est une recette de langue de veau, sauce ravigote. C'est à la tête du pasteur. Je crois qu'il avait jamais entendu ça de sa vie, mais c'était un lien qu'on avait très fort quand on se voyait. Peut-être parce qu'on n'avait pas tant de choses à se dire que ça non plus. C'est comme avec mon père, c'est toujours pareil. Voilà, on trouve des sujets à un moment et on se dit bon bah là, on sait que c'est un endroit où on peut aller. Donc on parlait beaucoup de bouffe, quoi. Et avec mon père, on parle beaucoup de la circulation compliquée et des difficultés de se garer dans Paris. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Ta maman qui a aussi connu un destin un peu particulier, puisque à l'âge de 4 ans, une otite s'est gravement infectée. Elle est devenue sourde pendant quelques années, jusqu'à ses 20 ans, âge auquel elle sera appareillée avec succès. Une histoire assez touchante qui a dû aussi te marquer. Et puis moi, forcément, ça m'a aussi fait penser à ton rôle dans la famille Bélier. T'as jamais parlé de ça, en fait? Non. Ben non. Non, parce que c'est vrai que je faisais pas le lien, parce que depuis que je suis môme, c'était normal en fait que ma mère soit sourde. En tout cas, elle était sourde la nuit. Elle ne l'était pas le jour. En fait, pour nous, c'était basique, tu vois. Elle avait un appareil qui sifflait de temps en temps, donc on se dit ah oui, son appareil, mais j'ai jamais dramatisé ce truc-là, moi. C'est bien plus tard et c'est même pas venu de moi, c'est ma sœur, et même, je me souviens des amoureuses à moi, enfin, notamment une, qui avait un rapport assez privilégié avec ma mère et qui me disait, mais Eric, tu te rends compte de ce que ta mère a vécu, ceci, cela? Et non, la vérité, si je suis honnête, j'en avais pas pris conscience, moi, de cette souffrance-là et de ce que ça peut représenter d'un coup, la surdité, et d'être isolé, et tout ça, quoi. Pour moi, c'était un truc, normal, quoi. Elle était blonde, elle était petite, elle était sourde, c'était pareil, c'était du même, c'est vrai, hein, c'est fou. Et il n'y avait pas cette notion de langage des signes, c'était juste quelqu'un étant appareillé à l'âge où tu es né. Elle entendait, il n'y avait aucun souci là-dessus. Le truc qui est terrible, c'est c'est juste sur l'angoisse, peut-être que ça a aussi renforcé aussi. C'est sûr, maintenant, si je prends un tout petit peu de recul, je me dis que, bien sûr, évidemment que oui. Mais si on parle du moment où moi, j'étais donc chez moi avec mes parents, et d'abord avec mes parents, ensuite avec ma mère seulement et tout, c'est plutôt un truc dont j'ai profité, quoi, assez lâchement, quand j'avais 14-15 piges, que je me suis retrouvé qu'avec ma mère et ma sœur. Je savais très bien que ma mère, la nuit,
entendait rien parce qu'elle enlevait son appareil. Et du coup, je faisais venir mes potes et on profitait à mort. Et c'était comme un truc où on se disait, c'est top. Voilà, c'est ça le rapport que j'ai à sa surdité. Donc c'est... Bravo. Ouais, bravo, ouais. Ouais, bravo, ouais. Les mecs, ils vont être contents. Je pense qu'ils vont vite arrêter le truc, là. Ils vont dire, oh, non, non, c'est bon. Tu es donc l'aîné d'une fratrie de 2, puisque tu as une petite sœur Sophie, qu'on a entendue, née en 1966. Ouais. Alors, quel genre d'enfant et de grand frère étais-tu ? La réponse de la petite sœur. Eric a toujours eu une place vraiment de grand frère. Et pourtant, on a très peu d'écart, mais ça a toujours été, je sais pas si c'est lui qui a voulu occuper cette place mais enfin voilà, c'est vraiment un grand frère, quoi. C'est pas du tout juste un frère. C'est sa place. Et la mienne, j'imagine, notre rôle, quoi. On avait des univers quand même très très différents, tous les deux. On était proches et ensemble en dehors de la maison. Puis c'était un peu les années 70, je pense, chacun dans notre chambre quand même, avec des univers très différents. Moi, avec une chambre très bien rangée, pleine de poupées, et lui, avec une chambre super bordélique et... Enfin, moi, mon souvenir, c'est que c'était plein de petites voitures, de petits chars, de trains électriques, de bordel et de Spirou. Voilà, il était abonné à Spirou et on ne les jetait pas et il y en avait absolument partout dans cette chambre. Wow, rien de scandaleux, pas des seringues, du crack et tout ça. Ça va, tout va bien, non ? C'est bon. Des Spirou et des trains, des voitures, tu te dis, oh, on est quand même, ça va. Elle a raison, oui. Moi, c'était ma petite sœur, clairement, oui. Je vois pas en même temps comment ça pourrait être autrement. C'est ta petite sœur, c'est ton grand frère, et puis ça dure pendant un paquet de temps comme ça. Je me souviens que pour moi, donc, il y avait pas de rapport possible entre elle, ses amis à elle, et moi, mes amis à moi. C'était impossible. À tel point que le jour où c'est arrivé, où je me souviens très bien que je suis arrivé chez Igor, qui avait une maison aussi à Chatou. Et un jour, en arrivant à cette maison, elle était déjà là, elle, et elle était avec les gens que moi je côtoyais. Et là, je me souviens très bien du choc que ça m'a fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi ? Pas possible, quoi. T'es petite, tu dois pas être là. C'est assez drôle, ça. Mais sinon, oui, après, j'ai le souvenir de trucs un peu d'embrouilles de frères et sœurs, derrière la bagnole, enfin, à l'arrière de la voiture, dans la chambre, des fois, on se prenait un peu le chou. Et puis d'autres où non, on écoutait un peu de la musique France Gall ou ensemble ou des trucs comme ça. Ouais. C'est les souvenirs que j'ai. Ouais. Bon, dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité. Oh. Donc si tu peux l'ouvrir et nous le décrire, évidemment. Absolument. Oula. Ça a l'air d'être un vrai truc, un vieux truc. C'est Diego. Un poster de Diego Maradona avec son maillot de Boca, non, c'est ça ? C'est Boca, ça. Ouais, c'est Boca Junior, ouais. J'aurais pu t'offrir un poster de Platini ou Rocheteau, mais tu les avais déjà dans ta fameuse chambre un peu bordélique. Ouais, j'ai eu plusieurs périodes dans ma chambre, mais j'ai eu une période où effectivement j'étais aussi, non pas abonné, j'achetais 11. Et donc je découpais toutes les photos et je scotchais ça sur mes murs, il y en avait partout. Mais Maradona, bizarrement, quand j'étais môme, c'est pas celui qui me faisait le plus d'effet, parce que tout simplement, en fait, quand j'étais môme, lui devait être encore en Argentine. Il est arrivé plus tard, je pense, en Europe. 81-82, Boca Junior, et ensuite il arrive au Barça. Au Barça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, j'avais quand même déjà 18, 19. Quand j'étais môme, moi, c'était plutôt fin des années 70. C'était plutôt Platini, c'est sûr, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et puis j'aimais aussi Keegan, j'aimais des joueurs comme Rensenbrink, les Hollandais, tout ça. Ouais. Les Hollandais de 74, c'était bon. Voilà. Et Diego, non, c'est plus là sur les derniers temps que ça m'a tellement bouleversé. Je ne sais pas pourquoi. Et à un moment, au moment de sa mort, j'ai écouté en boucle cette chanson où on le voit dans le film de coup sûr. Oh là là. À chaque fois, ça me fait pleurer. Où il chante avec ses filles là et tout ça. Là. Donc finalement, c'est plus maintenant quoi que je me suis. Et puis j'ai le souvenir de cette fameuse phrase de Platini qui disait, quand on lui disait tout le temps Zidane, il disait ouais Zidane c'est bien, c'est fort Zidane, mais ce que fait Zidane avec un ballon, Maradona il le fait avec une orange. Et là tu dis oh merde, je crois que c'est vrai en plus.
Et là, tu dis, ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'était un dieu, quoi. Au-delà du cas de Diego Maradona, c'est surtout le sport. Ouais. J'ai envie de dire tous les sports qui occupent une place absolument dingue dans ton enfance. Pas que dans mon enfance. Enfin, c'est vrai que là, on est un peu focalisé sur l'enfance, nous, ouais. Eh ben oui, j'ai fait pas mal de sport à un niveau tout à un niveau assez faible, relativement faible, s'il faut le dire. Mais ce qui n'empêche pas du tout le plaisir. C'est ça qui est génial avec le sport. C'est que tu peux être très mauvais en foot, Est-ce que en tu sais que ta sœur était convaincue que tu étais un grand joueur de foot? Elle en était convaincue. Je ne savais pas que ma sœur était idiote, en fait. Je découvre que ma sœur est une idiote. Mais c'est impossible qu'elle ait pensé ça, parce que je crois pas quand les retours qu'on avait à la maison et de mes potes c'est impossible. C'est vraiment parce que, alors d'un coup, elle finit par tomber amoureuse de moi, mais franchement, c'est impossible, quoi. Non, je jouais ailier gauche, j'étais fan de Didier Six. J'arrivais à déborder des fois miraculeusement, et après j'étais incapable de centrer tellement avec mes cannes le ballon n'arrivait même pas jusqu'au but. C'était grave. Je me faisais engueuler, je disais oh putain, je disais ouais les gars, je fais ce que je peux. Je jouais quand même en minime 3 à Chatou, hein. C'est-à-dire déjà tu joues à Chatou, mais t'es même pas en minime 1 ni minime 2, t'es en minime 3 à Chatou. Tu dis waouh, je sais même pas. C'est vraiment la loose, c'est la misère. Et après, j'ai fait un peu de tennis où j'étais un peu meilleur. J'ai même fait du volley, mais 1m54 au volley, ça c'était compliqué d'arriver à passer le ballon par-dessus le filet. J'ai fait du tir à l'arc. J'ai fait quoi encore? Mais j'ai toujours adoré ça, c'est vrai. T'as raison. Ça n'empêchait pas. Voilà, ça n'empêche pas. Si tu es né à Suresnes, c'est au Vésinet que tu passes les premières années de ta vie, avant de justement rejoindre Chatou en 1969. Et c'est là que tu vas passer quasiment l'intégralité de ton enfance, notamment avec Sney, Koun, Ber ou encore Rio, tes fidèles amis. Et on écoute d'ailleurs ce dernier. À l'époque, c'est vrai que des activités, vu que Internet n'existait pas, les portables n'existaient pas, on était plus, on va dire, dans le contact, dans le relationnel. Et un des endroits qu'on avait tendance à fréquenter beaucoup, c'était le café. Dans le café qui était équipé aussi bien de jukebox pour écouter de la musique que de flipper. Donc là, on est vraiment 77, 78. C'est d'ailleurs à ce moment-là que on s'est rencontrés. Donc Eric, il était plutôt petit et il était marqué par il avait un vêtement qui était une grosse doudoune bleue électrique qu'on repérait de loin, et il était un petit peu grande gueule parce que de par le fait de sa petite taille à ce moment-là, donc on l'entendait toujours arriver. Il fumait déjà des clopes alors que il avait à peine 14 ans, et c'est à partir de là que, il y a eu des échanges de téléphone et notre amitié a démarré, quoi. Voilà. Qu'ajouter, c'est cette enfance sublime, pleine de culture et d'ouverture sur le monde, et de passer 6 heures par jour à jouer au flipper. Oui, c'est vrai. Il a raison, ouais, c'est vrai. Toujours donc cette petite taille, on y revient, et puis le côté flipper que j'ai fini par me racheter, ce fameux Gottlieb là, drôle de dame. Oui, je l'ai retrouvé, je me le suis acheté, où je piquais les pièces de 5 francs à mon père pour aller jouer. 5 francs cette partie à l'époque, les gars. Ça va pas parler à grand monde, ça, 5 francs cette partie, non. Mais voilà, ouais. Et 2 francs une partie ou 3? Ah non, qu'est 2 francs une partie? Non, 1 franc une partie. 1 franc une partie, mais 5 francs cette partie. Et la pièce de 2 un peu octogonale. Mais au début, à cette époque-là, les pièces de 2 francs n'existaient même pas, je pense. C'était 1 franc, juste pour montrer que j'étais un peu plus... T'es un peu plus jeune. Ouais, on a bien compris. Qui dit enfance dit école. Tu vas donc faire ta scolarité à Paul Bert, de l'élémentaire au collège, toujours à Chatou. L'école, la scolarité, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? J'ai le souvenir d'un temps qui s'étire interminablement, où tu te dis mais ça ne va jamais finir. Ce truc ne va jamais finir. Ça paraît vraiment interminable. Moi, je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de ça. J'avais la certitude absolue que ma vie allait commencer seulement quand j'allais sortir de ça. C'est marrant que ça n'était pas là, l'endroit pour moi. C'est pas que j'étais d'ailleurs ni mauvais, j'étais pas, juste ça m'intéressait pas, quoi. Il y a rien qui me faisait envie. Donc j'ai le souvenir d'aller à l'école plutôt joyeusement pour jouer avec mes potes dans la cour, machin.
et attendre que ça passe en classe, mais voilà, en me disant non, je sais que c'est pas là que ça va se faire, donc j'attends. Voilà. Ta sœur me confiait, parce que je peux pas utiliser tous les passages non plus, que c'était assez drôle pour elle d'arriver justement juste derrière et d'avoir les profs qui annonçaient « Ah non, pas un deuxième El Mosnino !» Elle a morflé, ouais, je sais. Mais je crois que les profs me détestaient pas, en vérité. Je crois qu'au contraire, ils avaient plus une espèce de frustration de dire « Mais enfin... vous pourriez, Eric, El Mosnino, vous pourriez faire un peu. Et pourquoi c'est comme vraiment l'âne qui refuse d'avancer, quoi. C'était exactement ça. Il comprenait pas pourquoi. Et c'est vrai que moi non plus, en fait, au fond. À part cette conscience aiguë que il fallait juste que cette chose-là finisse pour que quelque chose puisse commencer après. Mais c'est étrange. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Et puis, il y a ce fameux bulletin de 3e où est écrit « Orientation conseillée, BEP de conducteur d'engins agricoles ». C'est bon, ça. Des fois, j'en viens presque à me demander, tiens, pourquoi j'aurais peut-être dû. Mais c'est vrai, je me souviens très bien. Je pense que l'idée, c'est très simple. C'est des trucs où les mecs devaient avoir un quota. On devait leur envoyer des trucs en disant, tiens, en CAP de ça, on a des places. En BEP de ça, on a des places. Tu vois. Et les mecs, ils devaient me voir courir dans la cour tout le temps, toute la journée, vouloir être dehors. Et ils se sont dit, voilà, il sera très bien sur une moissonneuse-batteuse. Lui, c'est mieux que d'essayer de l'envoyer, je sais pas où, tu vois, en fac. Moi, ça m'a rien fait de spécial. J'ai vu ça. J'ai dit, bon, je me souviens même pas que mes parents étaient horrifiés par ça. On s'est dit oui, pourquoi pas. Après, quand j'ai vu le truc à cet âge-là, je me suis pas dit oh là là, c'est génial. Non, j'avais pas envie de ça du tout à ce moment-là, moi. Et puis on l'aura compris, à 16 ans, suite aussi à la séparation de tes parents et au départ soudain de ton papa, tu décides donc d'arrêter l'école alors que t'es en première au lycée Poquelin. En seconde à Saint-Germain-en-Laye. Là, c'est plutôt une période pas très rigolote de ton enfance. Non, c'est pas terrible. Sur le moment, c'est toujours pareil, je m'en rends pas compte. Maintenant, évidemment, je sais très bien que j'allais pas bien du tout. Je fumais beaucoup de pètes, j'étais tout le temps, effectivement, j'arrivais même pas à aller jusqu'au lycée Poquelin parce qu'il fallait le RER, fallait marcher un quart d'heure, il y avait 25 cafés jusqu'au RER, donc c'était vraiment comme Georges Best qui arrivait pas au terrain d'entraînement, quoi. Mais il y avait trop de cafés, voilà. Donc je passais ma vie, aux arbustes ou je sais pas quoi, je me souviens encore des noms des troquets. Et effectivement, j'étais tout le temps un peu défoncé, tout ça, parce que ça allait pas. Ça n'allait pas, je voulais pas rentrer chez moi, je voyais ma maman anéantie par le chagrin, ma sœur, elle s'y collait, je me souviens, elle était là et tout ça, présente, et moi non, je ne faisais que m'enfuir et que, voilà, si je pouvais être le moins possible chez moi, c'est ce que je faisais, ouais, c'est sûr. À côté de ça, tu reprends... c'est vrai, de ce qu'on m'a dit, sans grande motivation, une formation extrascolaire à Dauphine pour faire un peu plaisir à ta maman. Et surtout, tu commences à bosser, à faire des petits boulots. Facteur, un jour. Ouais. J'ai encore gardé un chèque. J'ai un chèque. Il faut que je l'encadre, celui-là où ils m'ont envoyé mon salaire d'un franc, je sais pas quoi, 1,80 de salaire de la Poste. Eh oui. Voilà, une grande maison. Et puis, un peu plus longtemps, dans un magasin de photocopieurs. Ouais, un truc qui s'appelait Stillwell France. Mais en fait, c'est ça, je me suis rendu compte de ça. Alors, ce qui s'est passé pour remettre le truc à l'endroit, il n'y a pas eu de truc à Dauphine, il y a eu une école de gestion et de comptabilité qui était à Montparnasse. Et après, effectivement, non, c'était pas possible. Et j'ai arrêté tout ça, j'ai commencé à bosser, je me suis inscrit en fait, je ne sais pas si ça existe encore ce truc-là, des boîtes d'intérim. Et les mecs me trouvaient des missions, ce qui s'appelle. Ils m'appelaient en me disant, oui, on a une mission. Ouais, mission, c'était pas les missions, c'était pas Tom Cruise, hein, on n'était pas sur du Mission Impossible, c'était mission très très possible. C'était distribuer le courrier, et donc plein de boulots à la con comme ça, planter des tuteurs, je bossais en horticulture aussi, enfin bref. Et du coup, tu te mets à être au contact, alors pour le coup de la vraie vie, et des mecs qui sont très très en bas de l'échelle, et il faut pas faire d'angélisme, qui sont pas les mecs les plus sympathiques du monde en fait, puisque quand ils voient arriver quelqu'un qui est encore plus bas qu'eux, comme chaque petit être humain qui veut un petit peu, profiter de son petit pouvoir, ils le font. Donc ça te montre un peu 2-3 trucs, c'est pas mal.
Et Stilwell, de cette truc d'imprimerie, ce qui était étrange, c'est que là, j'y suis resté plutôt, alors pour le coup, quelques mois, assez longtemps par rapport à ces fameuses missions qui pouvaient être d'une semaine, 10 jours, je sais pas quoi, pour remplacer un mec malade, en fait. Et je me suis toujours dit qu'en fait, j'aurais très bien pu rester à cet endroit parce que j'ai compris que ce qui m'importait, et c'est ça qui n'était peut-être pas advenu à l'école, c'était que le regard qu'on portait sur moi était un regard de confiance et où je me sentais à ma place. C'est-à-dire d'un coup, on m'a dit, si tu veux, t'es à ta place et nous, on est content que tu sois là. Et là, je me suis toujours dit, mais en fait, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais, qu'on me dise ça. Et j'aurais pu faire donc n'importe quoi, j'en suis absolument persuadé. Les mecs avec qui je bossais, c'était très sympa. Je me souviens, on allait bouffer le midi, machin, on se voyait des fois le soir. J'étais un peu le petit jeune du truc, mais ils étaient... Du coup, moi, je bossais bien. Parce que voilà, j'avais envie, en fait, voilà, j'avais le désir de faire le truc bien, même si c'était des trucs vraiment pas, mais c'est pas le problème. Et je me suis toujours dit, c'est ça, en fait, que je cherchais, c'est le regard de l'autre qui se pose à un moment sur toi, qui dit, tiens, toi, tu peux faire les choses bien, toi, on t'aime bien. Et je me suis dit, voilà, en fait, c'est ça. Et il s'est trouvé qu'après, il y a le titulaire du truc qui est revenu, et donc, ils m'ont dit, écoute, non, voilà, faut partir. Mais ça m'a fait comprendre quelque chose, ouais. C'est aussi une époque toujours très sympa avec tous tes potes et tes guélurons, où vous regardez notamment en boucle... Bagnole en morceaux. Flic en morceaux, tu m'entends, flico? Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection. Bon flash. Je roule. Je roule. Libre comme l'air. Je suis l'aigle de la mort, madame. Je suis avec ma nana. Le bruit du moteur. Le bruit du moteur. J'adore. Quelle folie. Mad Max 2. On l'a vu 250 fois. 250. En VF. Et en VF. Mais sa voix au mec en VF, c'est vrai, il faudrait peut-être l'écouter une fois en VO pour voir. Il a peut-être une voix toute fluette. Ouais. Mon Dieu. Bon, c'est une période où justement... Mais c'est de location, je sais pas si tu te souviens, pourquoi je te vois d'un coup, c'est bizarre. On allait carrément louer les magnétoscopes, pour le week-end, je me souviens. Et on prenait les cassettes avec, et on faisait en boucle, nuit et jour. On les regardait 12 fois dans le week-end, quoi. Donc c'est aussi une période où cette typologie aussi de contact avec le cinéma, ça crée déjà quelque chose pour toi, ou c'est vraiment... Alors la vérité, non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Ou alors tellement inconsciemment que non, mais ce serait un moment, non, on peut pas raconter des, non. Ah non, on était tous au même endroit. Moi, je kiffais voir ça avec eux, mais sans dire, j'aimerais être acteur. Pas du tout. Jamais de la vie. Et c'est toujours pareil. C'est des circonstances qui font que, à cette époque-là, Marc, donc, il a perdu son papa. Sa maman, va habiter ailleurs. Et donc, cet appartement devient le nôtre. Voilà. C'est mis. Et chaque chose comme ça n'est pas reliée, en fait, à de la souffrance et de la tristesse. Elle est reliée qu'à une forme de chance et de bonheur incroyable de pouvoir avoir un endroit où on passe notre vie. On a passé notre vie chez Marc à regarder des cassettes et jouer aux cartes et tout ça, ce qu'on continue à faire 40 ans après, quoi. C'est marrant, C'est aussi l'époque de... Ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Oui, je sais plus comment c'est venu, ça, ce truc de faire de la... Comment on appelait ça, de la sono. C'est-à-dire d'acheter du matériel et... Disco mobile. Disco mobile, mais t'es carrément dans les années 60, là, non? C'est le terme qu'on m'a... Ah bon? Qu'on m'a indiqué. D'accord. Rio m'a dit... Il a dit disco mobile, lui? Création de notre groupe de ça disco fait un peu mobile. J'ai l'impression qu'on est un peu... Mais bon, je ne savais disco pas ce que mobile, c'était. attends, je vais me choper, je lui ai dit, tu t'es un petit peu emballé, non? Disco mobile. Donc nous, on appelait ça de reprenons la sono, mais bref. Reprenons le fil. Ouais. Pourquoi Imagination? On adorait Imagination, on écoutait ça tout le temps en boucle en jouant aux cartes, et d'un coup on se met à partir dans un délire de gros entrepreneurs, en se disant, ça y est les gars, on a eu une idée, on va faire de la disco mobile, donc on va acheter des amplis, une table de mixage, des enceintes, et on va aller organiser des annives, des trucs, et on va se faire de l'argent comme ça. Donc c'est parti, il fallait trouver un nom,
Et là, on a dit, ah merde, non, alors là, c'est compliqué. Je ne sais plus qui a eu cette idée de génie, Music and Light. C'est Kuhn, je crois. Voilà, c'est Kuhn. Ah ouais, c'est lui qui, ouais, Version de Rio. Ah bon? Ah d'accord, je le crois, c'est possible. Donc Music and Light, alors là, on s'est dit, ah bah là, les gars, évidemment, il y a tout, la musique, les lumières. C'est parti, la boule à facettes. On avait une petite boule à facettes, des trucs, putain. Le premier truc qu'on a réalisé, je me souviens, c'était à Carrières-sur-Seine. Carrières-sur-Seine, un anniversaire de la sœur. Tu l'as aussi, l'info, là? Ouais. De Franck Menel. Franck Menel. Bien. Futur joueur du Stade français et de l'équipe de France. Et du finale de la France. Coupe du Monde 87, quand même, en rugby, hein, attention. Du Racing, non? Surtout. Du Racing, surtout. Oui, après, c'est les fameux. Exact, les fameux machins. Ouais. Et donc, voilà, ça avait commencé comme ça. Il me semble qu'on avait touché 500 francs pour organiser cet anniversaire. On avait mis des milliards d'heures à installer nos trucs dans une espèce de cave de pavillon, tu vois. Et moi, je faisais des branchements. Il a dû t'en parler peut-être un peu. Ah, il a pas fait ça. Si, il m'a dit que tu faisais pas grand-chose. Un enculé. Je m'en fous, tu le couperas. Je dis que c'est un enculé. C'est pas grave. Et du coup... t'étais pas là toujours le premier à arriver. Oui, d'accord. Je dormais 17 heures par jour à l'époque. C'est vrai. Des fois, je me couchais à minuit, je me réveillais à 17h, je disais, oh là là, la journée l'a passé vite. Mais surtout, non, j'avais un problème en électricité, parce que lui, il faisait un bac, évidemment, il faisait un bac technique. Donc moi, je me souviens, on avait des dominos, il fallait mettre les fils, un fil à gauche, et moi, je mettais les deux fils dans le même trou. Les mecs, ils pleuraient. Sauf qu'à l'époque, comme c'est moi qui bossais, parce qu'eux, ils étaient encore au bahut, tu vois, en terminale ou en première ou quoi, c'est moi qui ramenais un peu le blé. Et moi, et la 2 chevaux. Et les affiches. Et les affiches que j'avais fait en imprimerie chez ces fameux Stilwell de France. Voilà. Une sono, jamais un truc n'est allé aussi loin. Je sais plus ce que c'était le slogan. Jamais. Oh ouais. Oh, c'était une belle période. Qu'est-ce que tu veux, ouais. Ouais. On a beaucoup rigolé. Et puis on va quand même arriver là où il faut arriver, mine de rien. 18 ans, sur un coup de tête, tu passes une audition d'entrée au conservatoire Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye. Et là, quand même, il se passe quelque chose. Là, il se passe la chose, en fait. Il se passe la chose. C'est pas vraiment un coup de tête. C'est une fille que je rencontre dans une soirée et qui me dit en parlant, ah oui, demain, je vais m'inscrire au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Et pourquoi, alors que j'aurais pu dire, ah ouais, c'est bien, on parle d'autre chose. J'ai fait, ah ouais, tiens, et est-ce que je peux venir avec toi? Il m'a dit, bah oui, si tu veux. Bon, je me suis inscrit, et c'était avant les vacances, je me souviens très bien. Puis après, je zappe complet comme d'hab, c'est-à-dire, en fait, je fais rien jusqu'au bout, quoi. Et puis à la rentrée en septembre, je vois une espèce de lettre à mon nom qui dit, le 14 septembre à 16h, vous êtes convoqué. J'ai dit, oh là là, j'avais oublié ce truc-là. Donc, tu vois, c'était pas non plus le mec qui rêvait de ça la nuit. Hein. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Apprenez un poème et un monologue de 25 lignes. Monologue, déjà, je vais chercher dans le discours, savoir ce que ça veut dire. Je dis, monologue, ah oui, donc c'est un truc. Je dis, ok. Le mec qui part de loin. Poème, je dis, poème. Je reprends un vieux livre de secondes. Je cherche les poésies. Je tombe sur une poésie de Paul Éluard. Je dis, ah, c'est pas mal, je comprends. Ouais, j'apprends ça par cœur. Et après, monologue, une fois que j'ai compris ce que c'était, j'avais des classiques Larousse un peu, et je me dis, allez, je vais chercher un truc. Je commence à lire, et puis je me dis, je comprends rien. Je devais avoir des trucs de Corneille, de Racine. Je comprends rien, mais rien. Et à un moment, j'en ouvre un, je dis, je comprends celui-là. Je dis, celui-là, je vais l'apprendre, j'ai compris. Et donc, je l'apprends par cœur. Et j'avais pas vu que c'était le rôle d'une femme qui dit, comment ça, avoir des enfants, se marier, c'était les femmes savantes. Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Voilà, je m'en souviens. Le monologue d'Armande. Incroyable. Et donc, moi, j'y vais tranquillou, je fais, allez. Et c'est à moi de passer et je m'en laisse tomber. Et explose de rire tout le monde. Et je dis, oh là là, mais c'est facile le théâtre, les gens, ils ont l'air contents un peu que je fasse des trucs. Et après, la prof est venue me dire, écoute, je pense que oui, c'est très compliqué avec toi, mais il y a quelque chose. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, je vais voir, on va réfléchir, puis je t'appellerai pour savoir si on te prend ou pas. Je dis, ok. Je me dis, ça va pas marcher comme d'hab, hein. Et puis, voilà. Et cette femme... Tu parles de Jacqueline Jabour? Jacqueline Jabour, ouais. Et cette femme m'a sauvé la vie.
Voilà, très clairement. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le regard. Elle a senti, elle a vu quelque chose. Et ça m'a sauvé la vie, quoi. Et d'un coup, j'ai fait... Oh, j'avais le droit d'être quelque part, d'être là. Oh, c'est les plus belles années de ma vie, ça. Ça, c'est vrai. Une rencontre, ouais. C'est aussi le message qu'on a envie de faire passer à la jeune génération. Il faut quand même être attentif parce que ce genre de rencontres-là, il faut pas les rater. C'est des moments déterminants dans une vie. Ouais, faut savoir l'attraper. Après, j'imagine que ça correspondait sûrement à une envie profonde chez moi, hein, parce que sinon je l'aurais pas attrapé. Il y a des fois où on a dû me dire aussi, ah, t'es super, reste là. Et je dis, non, vas-y, je m'enfuis, laisse tomber. Donc, c'est que ça devait correspondre aussi à quelque chose. Mais une personne, un regard, ça suffit pour changer ta vie. Ça, c'est vrai. Et puis, on arrive à 1985. Ouais. Tu enchaînes avec le Conservatoire de Paris. Ouais. Une histoire complètement folle, racontée encore une fois par ce bon Rio. En général, ils sont 2000 au départ pour le conservatoire. Et le premier tour est crème, les candidats, ils en gardent en général pour le deuxième tour 400 à peu près, et sachant qu'on n'a que 2 chances dans sa vie pour présenter le conservatoire. Il y a son deuxième tour qui est programmé, et on passe toute la nuit à faire des jeux à la con, comme on était professionnels pour ça. Et en l'occurrence, là, on joue aux petits soldats, on avait 21 ans, avec des billes et tout, mais on s'est marré comme des abrutis, comme on faisait tout le temps, quoi. Jusqu'au moment où on regarde l'heure, et on dit, oh là là, 7h du mat, donc nuit blanche. Oh là là, Eric, t'as ton deuxième tour, là, dans 1 heure. Donc, on laisse à l'entrée les artistes, et puis, nous, on suit pour s'installer, et après, on voit les différents candidats passer, ce qui nous permet de voir un peu comment ça s'articule. On en voit passer, 5, 6, pouf, pouf, 3 phrases, la clochette terminée, et candidat suivant. On n'a pas vu quelqu'un qui dépassait les 40 secondes, quoi. C'était juste assez incroyable. Et donc, d'un seul coup, et voilà, Eric Elmosnino, qui va nous faire une pièce, c'était de Fédo. Un truc assez rigolo. Il avait une réplique, d'ailleurs. Il a juste été, juste énorme. Et au moment où il dit sa dernière phrase, c'est-à-dire après, à peu près, je sais pas, ça a duré 3 minutes 30. Au moment où il dit sa dernière phrase, clochette. Voilà, juste, c'était incroyable. Et après, les résultats, plusieurs semaines après, premier. Voilà, meilleure note, 22 sur 23. Voilà. L'histoire que je trouve juste magnifique. Oh, je savais pas qu'on n'en parle jamais entre nous. On parle jamais de ça entre nous. On parle jamais. Tu te souviens de ce jour-là ? Ah bah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien, oui. Je m'en souviens très bien. Mais je pense que c'était une manière de conjurer le truc, la peur, le trac, de surtout pas avoir conscience que je jouais à un moment important de ma vie. Je pense qu'elle était là, cette conscience. Je pense que je le savais. Je pense que je le sentais, je le savais. Mais c'était ma manière de le faire comme ça, quoi, c'est tout. Parce que je pense que sinon, ça aurait été trop énorme. Ça m'aurait écrasé, quoi. Donc il fallait le faire d'une manière légère, en me disant, oh, c'est rien, en fait. C'est que du jeu. Enfin, tout n'était que jeu. Donc, en fait, c'est ça qui était marrant. C'est que c'était dans la continuité de quelque chose, quoi. Et je me souviens très bien qu'en sortant, je me suis dit, moi, j'ai réussi à faire mon truc. Je me souviens très bien d'avoir pensé, soit ils veulent de ça ici. Je me disais, c'est même pas soit ils aiment pas, c'est soit ils veulent pas de ça ici, soit ils veulent de ça. Parce que je n'avais aucune conscience de ce qu'était le conservatoire, ni de ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. J'en savais rien. Je faisais un peu comme j'avais fait pendant 1 an et demi ou 2 ans à Saint-Germain-en-Laye. Et effectivement, après, ils ont bien voulu. Bon, mais merci, hein. Merci. Le conservatoire, évidemment un moment important. C'est aussi là que tu vas rencontrer quelqu'un qui est encore ton ami aujourd'hui, si ce n'est plus. Ah oui. Moi, j'ai vu passer son concours. J'étais stupéfait. Enfin, je veux dire, j'étais sous le charme. J'étais dans la salle et les gens riaient beaucoup. Il n'y avait pas que le rire, je sais pas, il y avait une force, il y avait une chose qui n'a pas vraiment bougé chez lui, je trouve. Le monde a bougé autour de lui, mais je trouve que lui, il n'a pas bougé. C'est ce qui a sa grande force, d'ailleurs. Et ensuite, premier jour du conservatoire, et je crois que on a été boire un coup, je crois. Et puis, à partir de là, on est restés amis. Je sais pas comment vous dire. C'était aussi simple que ça. Puis on boit un coup, je sais pas, et puis on rigole beaucoup. Voilà, je sais pas, c'est tout de suite des nuits à rire, à peu dormir, ouais, beaucoup de rire. Ça, le rire est très présent. Sentiment immense de liberté, où rien ne nous est interdit. Ça, c'est un acteur merveilleux. C'est mon ami, hein, c'est un peu mon frère, vous savez. Oui, c'est mon frangin, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, comme s'il y pouvait rien. Il aurait bien aimé que ça soit pas ça, mais il y peut rien.
Bah c'est vrai, il y avait des gens, on se connaissait pas, on s'était jamais vus, et au bout de 2 heures, il y avait des gens qui venaient nous voir et en disant mais alors vous êtes amis depuis combien de temps, 10 ans, 15 ans, ça, rien, on se connaît pas depuis une demi-heure. La fameuse évidence, quoi. Oui, ça m'est arrivé une fois parce que c'était lui, parce que c'était moi, comme on dit. Puis c'était beau, c'était fort, et ça le reste et ça le restera. Mais Patrick Pinault, ouais, on l'a pas cité. Patrick Pinault, qui est quand même un des plus grands acteurs de théâtre que j'ai jamais vu, de ma vie. Hein. Et lui, il dit qu'il m'a vu, mais moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu. J'ai pas pensé comme lui. Je me suis dit, il passait le monologue de Cyrano. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Je pouvais pas m'empêcher de le regarder. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Il parle tout faux, lui. Il parle tout faux. Ça va pas ou quoi ? Il disait, non merci, non merci, non merci. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? C'est pas possible. On peut pas jouer comme ça. Moi, je croyais que le truc, c'était de jouer hyper naturel, hyper... Et puis après, je l'ai vu, il a dit, mais ils l'ont pris, lui. Et mon Dieu, quel acteur dingue, quelle folie. J'ai jamais vu un acteur comme ça. Et puis voilà, on est frères, on est comme des frères. Ça, c'est sûr, c'est comme ça. Comme il dit, on n'y peut rien. Alors, comment évolue l'acteur, Éric, sur les planches ? Et au fil des années, Patrick nous donne encore la réplique. Je crois qu'il est capable de tout jouer. Il y a une évidence sur la comédie. C'est un virtuose. Il nous fait rire. Moi, il me fait beaucoup rire. Et en même temps, quoi qu'il joue, on entend tout. Je sais pas comment vous dire. Donc, il est capable de tout jouer, ce garçon. C'est ce qu'on appelle un grand acteur, un grand interprète. Et puis, il va en deuxième année, oui, je crois, beaucoup sur le rire, pour ensuite, en troisième année, rencontrer Jean-Pierre Vincent, qui est une rencontre fondamentale chez lui, je crois. Par exemple, il aborde Musset. Je rigole parce que je sais que c'est une chose... ce personnage de Musset qui l'a obsédé pendant plusieurs années. Et je pense que maintenant, ce personnage-là n'est pas venu par hasard et qu'il a mis des choses à l'intérieur de lui. Puis Jean-Pierre, et puis après, c'est la sortie, c'est la rencontre aussi avec Françon qui vont venir plus tard. Donc, il y a ce mélange des deux chez lui. Oui, la confirmation de tout ça. Et Jean-Pierre, oui, très important pour moi. Jean-Pierre qui est décédé là, il y a pas longtemps. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs. C'était quand même quelqu'un d'important. Ça a été un peu mon papa de théâtre. Lui, comme j'ai eu ma maman avec Jacqueline, lui, ça a été le papa. C'est-à-dire que lui, il était moins fan. Voilà, comme ça. Ma maman, elle était un peu fan. Elle m'a regardé comme ça. Dès que j'ouvrais la bouche, elle me dit, ah là. Lui, non. Lui, il m'a dit, il a commencé à me dire, écoute, maintenant, voilà. Si tu veux un tout petit peu faire ça, il va falloir s'y atteler un peu sérieusement. Et j'ai le souvenir d'ailleurs de Jean-Pierre qui m'a dit 2-3 trucs quand même importants pour moi, évidemment. Ce qui était étrange pour moi, c'est quand je suis rentré au conservatoire, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais arrêté l'école depuis longtemps, moi. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde, loin de là. On avait ces promotions, comme on dit, 85, là, il y avait de tout. Et donc, il y avait plus des gens qui, finalement, avaient même fait Cagne, Hippocagne. Enfin, c'est un mélange assez bizarre. Et des gens comme moi et Patrick, je crois, qui avions arrêté, nous, pour le coup, l'école très tôt. Et voilà, donc des parcours de vie extrêmement différents. Et ça, c'était super, en fait. C'était extrêmement enrichissant pour les deux, hein, des deux côtés, d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. Pour ça qu'à un moment, cette idée d'avoir le bac pour entrer au conservatoire me rendait fou. J'espère qu'ils vont jamais faire ça. Parce que je me suis dit, mais alors, c'est terrible, quoi, d'imaginer qu'il aurait fallu avoir son bac pour rentrer. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris des réflexes, d'écolier. Et quand j'étais au conservatoire, puisque c'est des classes et des cours, donc c'est pareil, c'est une école. J'étais toujours un peu dans le fond à ricaner, et à pas écouter, à attendre que ça passe, et à dire des conneries. Et à un moment, c'est Jean-Pierre qui m'a dit en troisième année, au bout d'un moment, il m'a dit, mais en fait, je comprends pas bien, parce que si t'es là, c'est que t'as envie d'être là, parce qu'en fait, personne te force à être là. Tu sais quoi ? T'es pas obligé, hein. Et là, c'est comme si quelque chose m'était... un déclic. Donc, comme quoi, je suis un peu lent, hein, c'est grave, hein. Et il m'a dit, oui, en fait, il a raison. Autant l'école, t'es obligé, donc voilà. Donc, on va en revenir à un fameux truc qui est l'obligation, qui est l'autorité, qui est tout ça, qui est un gros problème pour moi. Et là, d'un coup, j'avais la liberté absolue. Il m'a dit, mais si tu n'as plus envie de venir, tu ne viens pas. Et puis, c'est tout. Il y a pas de souci. Et là, je me suis dit, mais oui. Et ça a changé quelque chose. Et effectivement, je pense que j'ai commencé à investir quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus, voilà. Et la comédie, t'es conscient quand même que tu fais rire? Non, oui. Non, mais moi, je fais rire. C'est-à-dire, quand j'ai l'intuition que ça doit être drôle, j'arrive à trouver l'endroit où je peux restituer ça. Il me semble. Mais c'est pas moi qui vais faire rire sans rien, sans matière. J'ai besoin d'une écriture, j'ai besoin d'un... Voilà. Tu fais rire dans Platonov, tu fais rire dans... J'en sais rien, oui.
dans un petit musée, que j'avais joué avec Roland Blanche. Je crois que j'ai cette faculté-là à restituer la drôlerie si je la vois, si je la sens. J'ai l'impression, peut-être d'autres diraient l'inverse, je ne vais pas, moi, aller chercher du rire là où je crois qu'il n'existe pas, quoi. Peut-être c'est prétentieux de ma part, hein, c'est ce que je sens. Hein. Mais quand je lis une pièce qui me fait rire, j'essaye, voilà, de restituer ça, tu vois. Et puis il y a aussi le cinéma qui rentre dans ta vie. 1984, tu tournes ton premier film, À nous les garçons, de Michel Lang. Tu as le rôle de Tony, le meilleur pote de Franck Dubosc, dans le film. Première expérience cinématographique. Oui, voilà. Tout d'un coup devient limpide. Enfin, c'est hyper simple. Il n'y a aucune difficulté. Ça fait 1 an que tu fais du théâtre. Tu te retrouves avec 1 mois de tournage sur un film. Tu pars à l'île aux Moines avec des super jolies filles. T'es payé 1000 francs par jour. Mais c'est un truc de malade mental d'un coup. Je me souviens pas à combien était le SMIC à l'époque, mais ça m'a décalqué la tête, hein, ça. C'était une folie. Là, à ce moment-là, t'as conscience que ce sera quand même ton métier ? J'ai conscience que j'ai envie de faire ça. Mais j'ai envie de faire ça à partir du moment où je commence à faire du théâtre. Pas seulement parce que d'un coup j'ai un tournage. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au moment où tu fais du théâtre, toi, tu te dis, oh, tu commences à rêver d'être acteur. Et on te dit, oh là là, attention, tu sais... Un métier tellement difficile, ça marche pas, c'est dur pour tout le monde, et bing, tu chopes et tu dis, bah non, c'est facile les gars, en fait. Et ta maman valide, elle est heureuse de ça ? Ma maman était très angoissée sur pas mal de choses, mais là-dessus, je dois reconnaître qu'elle a été toujours incroyable, quoi, et qu'elle ne m'a jamais empêché, ou elle n'aurait pas pu m'empêcher dans tous les cas, mais elle aurait pu, essayer de me décourager, ou si cela, pas du tout, jamais. Elle a quand même essayé de m'inscrire un truc pour être receveur de la poste, en se disant, oh, quand même, on sait jamais. Mais tu vois, non, la vérité, jamais. Et puis, je crois que c'est comme ça. Il y a un moment, j'avais trouvé une place, c'était une évidence. Il y a un moment, tu vois quelqu'un à un endroit, tu dis, bah oui, mais c'est pour ça qu'il est fait, donc tu peux rien dire. Après, c'est pas le fait de savoir si ça a marché, pas marché. Je pensais même pas ça. Mais je savais que c'était à cet endroit-là que je devais être. Et je crois que ça se voyait, ça se sentait. Donc, il y avait rien c'était pas possible, quoi. Alors effectivement, ensuite, tu vas te distinguer sur les planches, d'abord, rapidement avec ce Molière de la Révélation théâtrale en 2002 pour ton rôle dans Léonce et Léna. Tu as joué à ce jour dans plus de 50 pièces en tout genre, mais aussi au cinéma, dans plus de 40 longs métrages, dont ce fameux Gainsbourg, Vie héroïque, pour lequel tu décrocheras le César du meilleur acteur en 2011. Tu ne vas pas t'arrêter d'ailleurs à passer du cinéma au théâtre et inversement. Bref, ta carrière est riche, mais c'est un autre sujet maintenant qui nous intéresse dans Allons enfants, à savoir la transmission. Tu es aussi papa, tu l'as dit, de Joseph, ton fils, âgé aujourd'hui de 23 ans. Alors quel genre de papa es-tu et que lui as-tu transmis ? C'est un père très vrai, qui m'a appris à être vrai envers moi-même et vrai envers les autres. J'ai beaucoup admiré mon père. Pour moi, ça a été une grande source d'admiration pour moi. Je sais pas s'il m'a inspiré, parce que je fais pas du tout ce qu'il fait, mais je l'admire beaucoup en tout cas. Ce que je sais, c'est qu'il m'a toujours soutenu en soi. Quand je décidais de faire quelque chose, de partir dans quelque chose, même si lui, il pouvait peut-être trouver ça trop rêveur ou un peu absurde, mais il m'a toujours soutenu là-dedans. Il m'a fait, bon, si c'est ce que tu veux, en gros, vas-y, fais-le. Du coup, quand ça marchait pas, il a toujours été là pour moi. Hein. Depuis très jeune, je pense, à partir de 16-17 ans, j'ai voulu le rendre fier. En fait, j'ai beaucoup voulu rendre fier mon père. Parce que je crois que je l'ai beaucoup inquiété dans sa vie. Il s'est beaucoup inquiété pour moi. Maintenant, moi, j'ai le sentiment de pouvoir me débrouiller tout seul. Réellement. Pas mal, pas trop pourri, je me suis pas trop planté, ça va. Mais bah oui, petit bonhomme, petit bonhomme qui conduit des bus à Bruxelles. Oh, mon petit garçon. Oui, je voyais ça, qui voulait toujours un peu m'épater, machin. Et des fois, j'avais envie de lui dire, mais non, mais c'est pas la peine, cherche pas, Joseph, on s'en fout. Moi, je t'aime, j'ai pas besoin d'être, d'être ébloui par ce que tu fais. Jojo, ça a été compliqué. Bah, les chats font pas des chiens, donc les chiens font pas des chats plutôt, non ? Ouais. La scolarité, pareil, quoi. C'était un truc. Les convocations à l'école. On croit que quand on est sorti de l'école, comme môme,
on en est sorti, The Bee, en fait. Quand t'as un môme, bing, ça repart. Et je te jure, ça me faisait la même sensation quand je rentrais dans une classe. Il y avait toujours quelque chose chez moi qui se fermait, qui se crispait, quoi. C'est fou. Rien que de se rasseoir sur une chaise de truc. Bref, j'ai essayé d'être là. Lui me parlait il avait comme ça une souffrance, je crois, de se sentir différent par rapport aux autres élèves. Je pense que de fait, il l'était. Et je me souviens très bien d'une soirée où ça avait été très difficile pour lui, où il avait un peu craqué et où je lui disais, écoute, je comprends, parce que je crois que quand t'es môme, tu veux ressembler à tout le monde. En tout cas, tu veux être intégré, tu veux juste être comme les autres. C'est ça qui t'importe. Mais j'ai dit, tu vas voir, je pense que cette différence-là, cette particularité que tu as, enfin, l'être que tu es, un peu singulier, va devenir après, quand tu seras adulte, une grande force et une grande, quelque chose de tellement plus intéressant que justement d'être comme tout le monde. Mais sur le moment, c'est inaudible pour un môme qui a 12 ans ou 13 ans. T'as juste envie d'être comme tes potes et de faire comme eux et tout ça. Je ne sais pas s'il s'en souvient, lui, de ça. On a construit une relation comme on a pu, quoi. Voilà. Alors, si tu es un papa attentif et très vrai avec ton fils, où est l'enfant encore chez toi aujourd'hui, ou plutôt devrais-je dire chez Moss? La réponse semble cette fois assez évidente. Alors qu'est-ce que c'est que les Olympiades? On recensait une quarantaine ou une cinquantaine de jeux possibles. Alors ça allait du Monopoly, partie d'échecs, partie de dames, belote, bisque, enfin bon, tous les baccalauréat. Et pendant un week-end, moins de toute autre personne, c'est-à-dire aucune copine, personne d'autre, c'était que nous, c'était vraiment à huis clos. On s'attaquait à ces 40 jeux avec des pronostics, c'est-à-dire qu'on dise qui allait gagner tel jeu, donc ça marquait des points, on pouvait mettre des jokers sur d'autres jeux, ce qui doublait nos points, c'est-à-dire que le vainqueur, quand on était 5, le premier il avait 5 points, le deuxième 4, etc. Non-stop à jouer. Mais vraiment à jouer, puis bon, quand on n'en pouvait vraiment plus, on se couchait, hop, tout de suite au réveil, on rattaquait. Ça durait une semaine. Et après, le vainqueur, il se faisait offrir le resto par les 3 ou 4 autres. Et puis, il prenait ceux qui voulaient. Et là, c'est rigolo parce que samedi, on vient de caler la date qui a été officialisée hier sur notre prochain week-end. Voilà. Oui, c'est vrai, entre le 13 et 15 mai, si tu veux savoir même. Ouais, on a un peu réduit les jeux parce que ça pouvait aller jusqu'au saut à pieds joints. Non mais à un moment tu te dis, les gars, c'est pas possible, n'importe quoi. Après, tirer de penalty, meilleur gardien, et ce fameux, donc, je ne sais pas, il en a pas parlé, mais ce fameux, donc, ce truc où moi j'excelle, et alors qu'avec mes petits bras et tout ça, ils sont 10 fois plus balèzes que moi, parce qu'ils font tous quand même, ils sont chauves et ils font 95 kilos, les mecs. Moi, je les balance maintenant grave, alors qu'on a le même âge. Et du coup, on a cette fameuse épreuve du lancer de citron le plus loin possible. Il n'a jamais réussi à me battre, à aller plus loin que moi. Donc c'est quand même un truc, tu vois, c'est une fierté énorme. Mais on a un peu calmé tous ces jeux maintenant. On se fait plutôt barbecue, pétanque, belote. On est revenu à un truc un peu plus simple. Mais on a fait beaucoup ça, beaucoup. Tout ça pour dire que l'enfance, le jeu, ouais. Le côté grégaire, la bande d'amis, ouais. c'est quelque chose qui est encore chez toi présent. Elle partira jamais, cette part-là. Bon, après, est-ce qu'on doit rester des enfants pour être acteur ou quoi? Oui, c'est possible, mais on n'a pas besoin d'être acteur pour rester des enfants. Et cette part d'enfance-là, on l'entretient. Ça s'entretient aussi. C'est étrange, mais notre ami Bert, là, que tu as cité au départ, on l'a un peu perdu là-dessus. C'est-à-dire que lui ne souhaitait pas que cette relation-là soit arrêtée à un endroit entre nous, alors que nous, on en a besoin, c'est marrant, et je pense qu'on a chacun de notre côté des relations d'adultes, entre guillemets, dans notre vie, professionnelle, amoureuse, tout ce qu'on veut, quoi. Mais que, instantanément, quand on se retrouve, le temps s'arrête quand on avait 15 ou 16 ans, et ça nous fait un bien fou. Et on n'a pas besoin d'un coup de partir dans des grandes discussions ou des trucs. On n'en a pas besoin. Ce qui ne veut pas dire que ça nous arrive pas comme ça au coin d'un verre ou d'un truc ou sur un retour en voiture de parler de nous, de nos enfants, de notre vie, de tout ça. On arrive au détour de ça, mais il doit y avoir une forme de pudeur entre nous aussi.
Le sport, on l'aura compris, occupe une place de choix dans ta vie, et ce depuis toujours. Donc en plus d'être champion olympique du lancer de citron, t'es aussi un super joueur de pétanque, puisque t'es inscrit dans un club dans le 18e arrondissement de Paris. Ouais. Et puis t'es un grand passionné de tennis, comme le confirme ce spécialiste, qui te lance d'ailleurs une sympathique invitation. Hello Eric, c'est Lucas. J'espère que tu vas bien. Écoute, un petit message pour te dire que ça me ferait extrêmement plaisir de te revoir, d'enfin taper la balle ensemble. On en avait parlé il y a quelques années lors d'une petite partie de pétanque juste avant Bercy. Je ne sais pas si tu te rappelles, à côté de Montmartre, là où tu allais jouer. Et aussi après un entraînement avec Rafa, Roland, quand tu étais venu me voir m'entraîner et me voir jouer pendant le tournoi. On avait dit qu'on essaierait de jouer ensemble un de ces quatre et j'espère que ce sera bientôt. J'espère que tout roule en tout cas. J'espère que j'aurai aussi l'occasion de te revoir jouer au théâtre. Ça a été un pur moment de bonheur quand on était venus. Donc voilà, je t'embrasse et j'espère à très vite. Et je t'invite à venir me soutenir à Roland-Garros, bien sûr. Allez, bis. Ah la vache, putain, ancien 10e mondial. Le mec, ancien 10e mondial, il veut taper la balle avec moi. Tu dis, voilà, moi ma vie peut s'arrêter maintenant si tu veux. Ouais, mais Lucas, va falloir que tu progresses un petit peu là, parce que... Ah non, ça me fait un choc. Je pensais que ça allait être Manu, dis donc. Je pensais que ça allait être Manu. C'est grâce à Manu Planck, son entraîneur de l'époque, que j'ai eu la chance de suivre un peu Lucas. Lucas Pouille. Lucas Pouille, ouais, bien sûr, pour moi, ouais. Et c'est des phénomènes, hein, les mecs. J'ai la chance de les voir jouer de près. Quand t'es au bord du cours, tu le vois s'entraîner comme ça, avec Wawrinka. Pour moi, c'est des extraterrestres, quoi. Et donc, ça me touche beaucoup, là. Alors là, pour le coup, je suis un peu sans voix. Et effectivement, il était venu au théâtre, puis moi, tu parles que dès que je peux aller à Roland, évidemment, c'est inouï. Ah la vache, ça fait un truc, je pensais pas du tout. Je m'imaginais pas du tout ça. Je vais essayer de taper la balle avec Lucas. C'est-à-dire, j'ai aucune idée de si je vais y arriver, mais... Avec un citron. Ouais, lancer de citron, il doit être un peu meilleur que moi, lui, je pense. Non, mais c'est magnifique. J'ai une admiration extrême. C'est sûr que ça, c'est des rêves de... Voilà, s'il y a d'autres vies qui sont possibles, c'est vrai que je suis hésitant, si tu veux savoir, entre Freddie Mercury qui rentre à Wembley ou Rafa sur le central à Roland. J'hésite. Mais j'ai l'impression que ça demande peut-être moins de boulot d'être Freddie Mercury devant 100 000 personnes à Wembley. Quoique, pourtant, je connais un peu plus ça, mais que de bosser comme c'est quand même, c'est la folie, les mecs, quand tu vois qu'ils font 5, 4, 5, 6 par jour tu vois, moi, j'aime le tennis comme ça, mais je suis pas sûr qu'à ce point-là, c'est quand même des fous, quoi, on se rend pas compte. Mais, écoute, ça va me donner l'occasion de laisser un petit message à Lucas, je trouve ça super. Alors, on aura compris, tout au long de l'entretien, t'es un amoureux du jeu, des jeux, en tout genre. Alors, quel pourrait être le prochain ? Patrick a peut-être quelques pistes. Bizarrement, je le vois bien faire un film. Tiens, je dis ça comme ça. Quelqu'un que je vois bien réaliser. Je pense que c'est un truc qu'il a pas fait. Et une chose peut-être qu'il ira toucher à un moment. Ça m'étonnerait pas de lui. Ça va être la littérature, ça va être les mots, ça va être une rencontre avec une autrice ou un auteur, un livre, un roman qui va le perturber. Et il va dire, voilà, je veux faire ça. Je pense qu'il est capable de ça, lui. Et puis après, l'acteur, alors là, il y a tellement de choses qui arrivent pour lui que à l'aube des 60 ans, il a encore le temps, mais ça arrive bientôt. Je pense qu'il y a au moins 15 ans devant lui où des très très beaux rôles et belles rencontres vont arriver. Il va nous surprendre, oui, encore une fois. Ouais, bon, ok. De toute façon, tu as un peu interrogé que des gens... Tu t'es pas allé chercher le mec qui peut pas me blairer, hein, donc c'est sûr qu'on va se taper que des... Oh là là, il est super, c'est formidable, ouais, très bien. Mais encore faut-il avoir l'énergie. Je sais ce que ça demande, c'est-à-dire c'est ça, après, une fois que tu as la conscience... Je parle de jouer des grands rôles au théâtre, hein. J'ai eu la chance que ça m'arrive quelques fois, mais plutôt entre 40 et 50 piges, ouais. Non, même avant, mais je sais ce que ça demande comme énergie. Simplement, je me souviens de Jean-Pierre Vincent qui m'a dit c'est un métier d'athlète. Un matin où on avait dû arriver un peu secoué, et on faisait on ricanait, nous. Maintenant, tu te dis ouais, non, il a pas tort. C'est un métier d'athlète d'aller jouer 3 heures ou 4 heures sur scène tous les soirs. Ouais, tu peux rien faire dans la journée, t'es obligé de te préparer que pour ça. Et je ne sais pas si j'ai encore cette volonté-là, cette énergie-là. J'en suis pas sûr. Je sais que je l'ai eu à un moment.
vers 30, 35, j'avais cette espèce d'ambition comme ça de vouloir être un acteur, qu'on dise waouh, enfin j'avais envie de ça, c'est sûr, c'était en moi, j'avais envie, waouh. J'avais de l'ambition quoi. Et puis à un moment, c'est comme si j'avais eu mon compte et je me disais oh bah ça me va, je suis repu. Alors maintenant, je continue un peu comme ça, je me dis bon bah je vais pas non plus rester sans rien foutre. C'est idiot, mais je sais que je n'ai plus en moi intérieurement l'envie d'être, comment dire, historique, voilà, comme ça, presque. Il faut avoir ce genre de choses dans la tête, même si ça se dit pas parce que c'est absurde, mais il faut avoir ça. Quand tu vas jouer Per Gynt ou Bâle ou je sais pas quoi, tous ces grands rôles, faut avoir envie de marquer le truc et de dire c'est définitif, c'est comme ça. Évidemment que ça ne l'est pas, mais c'est pas grave. T'as cette chose en toi que tu veux assouvir. Je ne l'ai plus, donc voilà. T'as été metteur en scène. Oui. Il parle de réalisation. Oui. C'est très gentil de sa part, mais je ne crois pas que ce soit pour moi comme la mise en scène. C'est en faisant que je me suis rendu compte que ça n'était pas pour moi. Je ne suis pas, voilà. Je n'ai pas un univers de metteur en scène, je n'ai pas d'esthétique, je n'ai pas, voilà. Je sais regarder les acteurs, je sais parler à un acteur, je crois, je sais voir par quoi il passe, je sais peut-être arriver à l'aider, des fois pas. Mais la mise en scène, et je l'ai vu en travaillant, et j'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène, c'est un art à part entière, quoi. C'est comme un peintre, c'est comme un architecte qui construit quelque chose, et non, je n'en suis pas capable, c'est sûr. Non, je peux maîtriser plus ou moins une des composantes de la mise en scène, ce qui est le jeu d'acteur, mais le reste non. Donc non, je me suis rendu compte que c'est très bien, on peut pas tout faire, quoi. Voilà. Éric, on arrive à la fin de cet entretien. Et on a toujours cette question un peu signature dans Allons enfants. Qu'aurais-tu envie de dire au jeune Éric quand il avait une dizaine d'années dans sa chambre en grand bordel, s'il était là maintenant face à toi? J'aurais envie de lui dire que ça va aller, qu'il faut être un peu patient et que ça va bien se passer, mais c'est ce qu'il pensait déjà, donc c'est marrant. C'est ce qu'il avait déjà en lui, ça. J'aurais envie peut-être de le prendre dans mes bras et de l'embrasser. Peut-être qu'il a manqué un peu de ça. Voilà. Un grand merci, Éric. On va juste se quitter avec un dernier message d'amour, un dernier message d'enfant. Je l'aime, tout simplement. C'est mon père, je suis son fils. Je suis heureux que grâce à lui, je vis, que je suis dans ce monde-là. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires et je suis vraiment heureux d'avoir ce père-là. Et pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire, je trouve. Bon, normalement il pleure à la fin et tous ou pas? Ça arrive, hein? Ouais, je suis sûr que ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Mais tu vois, on revient sur la pudeur. C'est sûr qu'il vit grâce à moi, ça c'est sûr. Il a bien compris ça déjà en sciences nat et tu vois, il aurait dit ça, il aurait eu des meilleures notes, franchement. Il sait d'où ça part maintenant un peu. Il sait comment ça se passe. Mon amour, moi aussi je t'aime, mon grand garçon. Si tu savais comme je t'aime. Ouais. Merci Éric. Alors, allons enfants, et surtout, jouons encore et toujours. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.